Avant que vous nous racontiez votre parcours, pourquoi d'abord décider de sortir ce livre au moment où les people se racontent beaucoup dans les journaux, enfin dans des livres, et que ça fait un peu polémique aussi, on dit ils se déballent. C'est pas parce que moi j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que c'était le moment, c'est tout, parce que je l'ai senti à ce moment-là, et c'est vrai que je me suis pas préoccupée de savoir si c'était la mode de sortir un livre, pas plus que je me suis posé la question de savoir si c'était la mode d'être dans ce courant de philosophie bouddhiste. Donc Alors l'histoire remonte à quand vous étiez toute jeune, vous aviez une vingtaine d'années, c'était le début de votre carrière, vous commenciez dans le Jeune Fabre et 4 ans plus tard, vous consultez un médecin pour des douleurs au départ abdominales et contrairement au premier diagnostic qui avait été établi, vous sentiez que c'était autre chose que le stress qui... Ah oui, on sent en soi qu'il y a quelque chose... et je crois que c'est le moment où on se sent le plus seul. Quand on sent intuitivement qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grave que tout ce qu'on peut vous dire. Et vous forcez à croire pour vous rassurer ce que dit le médecin dans ces cas-là, c'est ça? Oui et non, parce que non, moi à un moment je savais que ce qu'on me disait c'était faux. En revanche, c'est que 2 ans plus tard qu'on vous a décelé ce je continuais cancer. d'avancer, quoi. C'est 2 ans plus tard qu'on vous a décelé ce cancer, et un cancer qui, on vous a expliqué, allait vous empêcher d'avoir un enfant. Oui, voilà. Donc à 22 ans, je savais que je ne serais jamais maman. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris Ça a été terrible. Terrible parce qu'avoir un enfant, être maman, c'était forcément le rêve de ma vie, que depuis l'âge de 16 ans, je rêvais d'avoir un enfant. Et que là, tout d'un coup, c'est le monde qui s'écroule. Vous êtes prête presque à mourir, vous écrivez « Le risque de mourir passé au second plan derrière cette perspective monstrueuse, inacceptable, n'être jamais maman. Et tout en moi le refusait. Je n'imaginais pas la vie sans enfant, je ne peux plus vivre, incapable désormais de donner la vie. Je ne suis pas loin de penser que je n'aurais jamais dû naître. Ma place n'est plus sur cette terre. Vouliez-vous le laisser mourir? Oui, parce que quand on est même enfant, on pense à la mort. Il y a plein d'enfants qui pensent à la mort. Mais s'il y a une chose qui ne m'avait jamais effleurée, c'était cette idée-là. Ne pas être maman. En fait, ne pas être maman. Tellement c'est quelque chose d'évident, de naturel. Et donc, effectivement, je me suis demandé tout d'un coup ce que je faisais là. Vous avez même songé être femme, c'était forcément être mère. Et puis, il a fallu du temps pour comprendre que être femme, c'est plein d'autres choses. Mais vous avez même songé à un moment donné, avant de vous faire opérer, avant de faire l'opération qui allait vous empêcher d'avoir des enfants, de faire un enfant pendant ce laps de temps, vous écrivez, vous êtes posé la question. Oui, mais c'était impossible. Ça m'a effleuré l'esprit, mais c'était déjà impossible. Comme vous êtes une personnalité publique, vous avez dû répondre à des tas d'interviews et on vous demandait tout le temps, alors un enfant, c'est pour quand? C'est pour quand? C'était en permanence. Et j'ai repris des phrases que vous répondiez à l'époque, par exemple en 89 dans François. Je n'ai pas besoin d'enfant d'ailleurs, j'en ai plus envie d'en adopter un que d'en faire un moi-même. Ou en 94 dans Le Parisien, j'ai envie de fonder une famille, mais en même temps ça me fait peur, je n'ai toujours pas confiance à l'enjante masculine. Vous étiez obligé de biaiser. Pourquoi aujourd'hui vous sentez le courage de raconter tout ça? Et à l'époque vous racontiez un peu... Parce que non, la réponse que j'ai, je dirais un petit peu stéréotypée que je faisais, c'est que la vie on avait décidé autrement. Et c'est vrai que la vie on a décidé autrement, mais pour d'autres raisons que celles que je pouvais donner. Et si je sors ce livre aujourd'hui, c'est parce que tout ça, il faut très longtemps pour digérer ça. Il faut très longtemps pour intégrer une autre vie, d'autres codes. Et maintenant, c'est totalement, d'une part, digéré, dépassé et je dirais transformé. Est-ce que vous aviez peur que ça vous handicape professionnellement, comme Charlotte Ballandré l'a raconté pour sa séropositivité? Bien sûr, parce que l'image de la femme dans l'idée qu'on s'en fait est entamée quelque part. Parce que forcément, il y a une projection d'une image de bonne santé, de féminité, et que tout d'un coup, l'entacher de maladie, c'était un peu particulier. Puis même au niveau des assurances, ça pouvait aussi être délicat. Il y en a un qui, sans le savoir, vous a sauvé la vie, vous l'écrivez, c'est Alain Delon. C'est Alain Delon. Qui vous a fait tourner dans le Toubib. Ouais. Et puis ensuite, qui vous a fait un contrat d'ailleurs, pour travailler avec lui sur la longue durée. Vous lui aviez dit que vous étiez malade à un moment ou un autre? Ah bah oui, il a été obligé de s'en rendre compte. Mais quand il a su, j'étais raccord. C'est-à-dire que vous étiez raccord? C'est-à-dire que j'avais déjà tourné 15 jours et qu'en fait, j'étais raccord sur toutes les scènes. Donc il était obligé de continuer à vous faire tourner. Très, très il difficile. était presque piégé. Il était un petit peu piégé. Et en même temps, il l'a pris d'une façon formidable parce que quand il m'a demandé, mais attends, il y a quelque chose qui se passe, dis-moi, parce que j'avais le teint. Oui, vous écrivez ça. Fréquemment, on devait vous remaquiller puisque votre teint était souvent gris en fait. Oui, parce qu'il y avait une perturbation de l'organisme intense dans des moments comme ça. Donc, et j'ai dû lui dire, en fait, passer aux aveux. Et c'est vrai que la façon dont il a réagi, ça me fait sourire maintenant. C'est-à-dire il est resté 2 secondes, mais scotché. Je crois qu'il attendait n'importe quelle réponse, en fait, sauf celle-ci. Et ensuite, il s'est comporté alors, avec vous, ce qui m'étonne pas. Il m'a regardé, il m'a dit... Bon, et ben au moins maintenant je sais. Il a tourné les talons, il est parti. Et ensuite, il n'a pas été dans la compassion parce que... Pas du tout. Il vous disait qu'il vous trouvait comme un ballon à un moment donné parce que vous aviez un peu pris... Oui, parce que, évidemment, mais pas parce que j'étais un ballon, mais parce que je tournais avec le casque quand même de soldat, avec la mentonnière, et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais avantagé quelqu'un dans le genre pomme sous un casque, c'était ça.
Mais non, mais je pense que ce n'est pas aider quelqu'un qui souffre que d'être dans la compassion. C'est d'être dans l'attention, je dirais, dans l'attention, mais surtout pas dans la compassion si, dans la compassion, mais pas dans la pitié. Quoi. Surtout pas. Ouais, ça. Surtout pas parce que, oui, voilà. parce que au contraire, le challenge, c'est de faire comme si de rien ça n'a pas de n'était. lien avec le bouddhisme, parce que vous expliquez l'histoire du lama racine. Hein, vous avez tous un lama racine. C'est pas lama Delon, non. Alain Delon. Alain Delon. Quand on le prend, on le menton. Pas mal, mon Guy. Il le rime. C'est tout le mal qu'il sait faire. Alain Delon. J'aime beaucoup ce que vous faites. Véronique, vous racontez tout dans le livre, vous racontez toutes les autres traumatismes que vous avez dû affronter, notamment vos histoires d'amour avortées, notamment avec Didier Perroni. On connaît sa fin tragique. Vous avez l'impression que la vie ne vous a pas épargné? Non, moi je ne me pose pas cette question-là. Je n'ai pas cette impression-là. Je pense que la vie m'a beaucoup gâtée. Et encore une fois, si je sors ce livre aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai envie de me répandre et de me raconter. Franchement, c'est le cadet de mes soucis. Ce que j'ai envie de faire partager, c'est cette expérience qui a été la mienne. C'est un chemin de vie, en fait, où j'ai compris beaucoup de choses et où j'ai trouvé beaucoup de vérités essentielles. C'est-à-dire qu'on peut dépasser ces traumatismes et oui, ne pas... les transformer. Oui, on peut avoir... ne pas s'effondrer. Ne pas s'effondrer parce qu'on fait des bonnes rencontres aussi au bon moment, parce qu'on comprend des choses essentielles et que je pense que la souffrance aide à ouvrir ces portes-là. Quand vous dites des rencontres essentielles, il y a eu évidemment Laurent Voulzy dans votre vie. Dans le livre, vous êtes très pudique. Vous écrivez « Lui et moi vivions comme deux adolescents, d'escapades de faux rire, de totale connivence, sans désir frénétique de reconstruire, en respectant totalement la liberté et l'espace de l'autre. Nos vies se sont accompagnées pendant 10 ans. Qui m'étonne qu'après, ils mettent 10 ans à sortir un album. Non, mais c'est vrai que la notion de saisie est quelque chose de très important dans la philosophie bouddhiste et qu'on a tous toujours envie de saisir l'autre parce qu'on est avec l'autre. Donc on a ce besoin de saisir l'instant, de saisir l'autre et que c'est très important de comprendre qu'il suffit de s'adapter à l'autre, qu'on ne peut pas changer les autres, mais qu'on peut changer son regard. Mais vous a fallu du temps pour arriver à cette philosophie de vie? Oui, bien sûr que j'ai mis du temps. Combien de temps? C'est pas précis. On ne peut pas dire combien de temps. Je dirais toute une vie. Parce que jusqu'à maintenant, je ça continue à évoluer. Non, mais je me dis qu'à un moment donné, peut-être qu'un gros traumatisme... Bien sûr, les gros emmerdements, ça aide toujours à s'approcher de soi. Et la vieillesse, tu sais à quoi ça sert? Ça a consacré au moins la dernière partie de sa vie quand on a réglé un certain nombre de ses problèmes. À être sage. Et à lâcher un certain nombre de choses après lesquelles on a couru toute notre vie et qui servaient en fait pas à grand-chose. Oui. Alors qu'Isabelle a l'air complètement hermétique à tout ça. Ou alors elle flippe pour sa promo de tout à l'heure. Isabelle, elle a l'air... non, vous êtes comme ça un peu... Il faut dire qu'Isabelle est là depuis le début et on ne sait pratiquement pas... Mais on va y arriver. On va y arriver. Eh ben, je me réveillerai à ce moment-là. Sur ce qui vient d'être dit, Isabelle, sur ne pas comme ça se faire des nœuds au cerveau, grosso modo. T'as un terreau, là. Un terreau oral. Non, mais moi, je pense que vous n'êtes pas du tout là-dedans. Vous aimeriez être là-dedans, mais vous êtes plutôt à vous faire mal de temps en temps. Quand vous êtes dans une douleur affective, par exemple. vous dites ça? J'en sais rien, de ce que je connais de vous, de ce que je vous vois. Vous êtes plutôt à vous ronger les sangs. Oui, complètement. Bon, mais d'ailleurs, moi, je trouve que ça se voit physiquement. Son visage et le mien, ça n'a rien à voir. Je trouve qu'elle rayonne. Moi, je suis là, je me bouffe les ongles depuis tout à l'heure. Il va faire ma promo ou pas, ce con en face de moi? Je suis pas venu pour rien. Non, absolument pas. Non, c'est pas ça. Mais moi, j'aimerais avoir la sagesse de Véronique qui se lit sur son visage. Et pour ça, je suis sûre que son livre est bien. Il n'y a pas d'imposture. Ça se voit sur sa tête. Ça se voit comment elle parle. Ça se voit. Bon. Il n'est jamais trop tard, Véronique, pour Isabelle, pour arriver à cette philosophie qui n'est pas une religion, philosophie bouddhiste. C'est pas ça, c'est pas une question de chemin. Elle a un cœur magnifique, Isabelle. Moi, je la connais depuis quelque temps et je crois que quand le cœur est là, c'est vous auriez pu le arriver début là de tout. par une autre voie que ça. Je veux dire, moi, j'ai gagné beaucoup de temps en souffrant jeune, beaucoup. Et je crois que quand on a un gros sale coup dur qui vous tombe sur la tête jeune, ça vous oblige forcément à ouvrir la porte le plus vite possible pour vous en sortir. Moi, je crois que la souffrance... Enfin, on a toujours dit que la souffrance rendait plus fort. Moi, je crois, en tout cas, en ce qui me concerne, elle affaiblit.
À chaque fois, ça me rend pas, je renais pas plus fort, je suis de plus en plus faible et j'ai plus de sang dans les veines. Mais j'aimerais que ça me rende de plus en plus forte. Mais c'est pas ça. Non. Voilà. Pour terminer en un mot, Véronique, est-ce que vous n'avez jamais songé à adopter, vous qui vouliez vous accomplir en tant que femme? Si, j'ai souvent pensé à cette solution. Mais adopter un enfant comme ça, seul, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et puis, c'est vrai que les démarches en France sont très compliquées pour adopter. C'est dur. Hein. Et c'est vrai que je me suis toujours dit que dans mes voyages lointains, un jour, peut-être qu'un petit enfant me tendra les bras et je ramènerai un dans l'avion avec moi. Puis en fait, ça s'est jamais fait. Mais bon, demain n'est pas mort. Demain, je peux aussi me trouver dans cette situation. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai quelque part choisi d'adopter, en tout cas, sinon beaucoup d'enfants, en tout cas le sort de beaucoup d'enfants, à travers cette philosophie, mais qui m'a emmenée en fait à la découverte d'un peuple que je souhaite vraiment soutenir et défendre. Il y a le numéro de l'association et de la fondation qui s'affiche J'ai maintenant. fondé une association qui s'appelle Graines d'avenir et qui j'espère en tout cas, va me permettre d'aider ces enfants qui sont en exil. Ne l'oublions pas, depuis 50 ans.